Alors, je vais faire une vidéo un peu récapitulative de tout ce qui se passe en ce moment, les éclipses, et ce qui se passe sur YouTube, et l'astrologie en général, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de comprendre comment l'astrologie fonctionne. Et j'ai quand même une très grande expérience là-dedans, plus de 10 ans. Et du coup, je vais expliquer certaines choses pour certains youtubeurs aussi qui ont aussi quand même pas mal d'expérience, mais qui font, selon moi, des erreurs assez flagrantes, sans s'en rendre compte, et qui sont aussi bons peut-être avec leur intuition, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils disent des choses qui sont liées à leur intuition, en fait, ils mélangent leur intuition et leur compétence. Parce que quand on fait l'astrologie, comme l'astrologie actuellement est encore en découverte, on est encore en découverte de beaucoup de choses en astrologie, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc c'est un peu une nouvelle science, on va dire, avec plein de tests parfois qui sont faux, on fait des techniques, parfois on utilise une technique, on croyait que c'était la bonne, mais en fait c'est l'autre technique qui fonctionnait, c'est pas celle-là. Et du coup c'est un peu comme à l'informatique, il y a plein d'erreurs qui se font, et du coup je pense que ça demande beaucoup d'humilité quand même de reconnaître ces erreurs, ou de quand on essaie de prédire l'avenir, chose qui est la chose la plus difficile. Moi je recommande pas aux astrologues qui sont youtubeurs ou qui sont pas maîtres astrologues, parce que pour moi il y a deux niveaux différents, il y a astrologue et maître astrologue. C'est pas pour mettre une sorte de, tu sais, comme si le gars était un gourou ou un truc du genre, c'est pas pour mettre ça, mais quelqu'un qui a 30 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience en astrologie, c'est pas la même chose que quelqu'un qui en a 10. Je prétends pas avoir 20 ans d'expérience. Et après, il y en a qui ont 20 ou 30 ans d'expérience et qui sont hyper nuls parce que il y a toujours des charlatans, on va dire, ça existe de partout. Hein. C'est pas parce que t'es astrologue que t'es pas qu'il y en a qui sont au-dessus de la réalité. Du coup, il faut du sens commun, du common sense, comme on dit en anglais. Il faut un peu de logique. Si quand on est astrologue, il faut aussi, des fois on oublie qu'on est humain, et qu'on peut vérifier les choses aussi avec notre intellect, et par exemple si quelqu'un paraît complètement allumé, ou dit des choses qui n'ont pas de sens, il y a quand même un intérêt à vérifier si ce que cet astrologue-là, il dit pas des bêtises, quoi, quand même. De moins vérifier, quand même. Et après, on a les opposés, on a ceux qui vérifient trop, comme moi par exemple, qui ont tendance à trop vérifier, mais moi c'est mon métier. Avant j'étais informaticien, donc je vérifie les bugs, je vérifie que les gens ne disent pas de conneries. Je suis un peu aussi en même temps, comment dire, je vérifie les informations. Je suis informaticien, c'est information. Donc on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur à chaque fois. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, pourquoi je publie pas autant de vidéos que je voudrais? J'en ai plein en attente de publication, parce que déjà, de 1, je fais quasiment tout le boulot moi-même. J'ai pas trouvé encore de partenaire qui pourrait éditer les vidéos et me raccourcir le boulot. Et du coup, quand je fais des vidéos, parfois il y a des détails de vie personnelle, des chartes d'amis que je peux pas publier, bien sûr, parce que c'est des amis ou des gens que j'ai rencontrés, et que du coup je ne dévoile pas les informations personnelles. C'est un respect envers les autres. Du coup, ça prend plus de temps pour publier des vidéos. Mais bon, on va revenir dans le sujet concret. Donc là, c'est une brève introduction. Et j'ai tendance à expliquer aussi, enfin pour finir cette introduction, qu'il y a deux choses. Parce que je vais parler de ça. J'ai fait un tirage de cartes hier. Qui prédit en fait, j'ai posé la question qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, donc de janvier, depuis du 1er janvier au 1er janvier prochain, donc 2024, 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Donc cette année qui va arriver là, je posais la question qu'est-ce qui va arriver. Donc là on peut voir donc qu'on a deux rois qui sont inversés. Donc juste pour parler un petit peu de ça, je vais revenir en détail un peu plus après avoir expliqué quelque chose.
Mais en gros, on va avoir beaucoup de problèmes de leadership dans le monde, je pense, vu qu'on a 2 rois qui sont inversés. Donc je vais faire une petite introduction sur l'intuition et comment ça fonctionne, et comment on peut la mettre en rapport avec l'astrologie, parce que je pense que le tarot et les cartes, bon, ça c'est la cartomancie que je fais ici, donc ça revient un peu au même avec le tarot, si on sait c'est quoi les équivalences que je peux donner d'ailleurs. Mais que pas tout le monde va être d'accord là-dessus, parce qu'au niveau de l'intuition, c'est ça le problème justement, c'est que quand on utilise son intuition, c'est difficile de la mêler ensuite à la science et prouver les choses par A plus B. Et c'est là que l'astrologie est censée apporter justement cet outil scientifique pour vérifier les choses. Malheureusement, on n'a pas toutes les techniques en astrologie, on découvre encore plein de choses. On a beaucoup plus de choses, je pense, en astrologie qui permettent d'expliquer les choses scientifiquement. Alors qu'avec les cartes, quand on fait du tirage, on a quelque chose de plus vrai, d'un point de vue intuition, dans le sens où c'est plus facile de faire des prédictions avec les cartes qu'avec l'astrologie, 1000 fois plus facile, ça demande juste l'intuition, donc pas tout le monde en a, donc c'est pour ça qu'il y en a qui n'y arrivent pas à faire. Et donc c'est un peu la compétence opposée de l'astrologie. L'astrologie, ça demande beaucoup de science, de vérification, alors que l'intuition, c'est vraiment tu t'entraînes avec les cartes, jusqu'à que tu réussisses à prédire des événements. Et du coup, en général, si ta lune est bien placée dans ton astrologie, tu arrives à faire des prédictions avec les cartes. Donc, et il y a d'autres placements aussi qui aident, bien sûr, mais je ne vais pas tout expliquer. Quand on fait de l'astrologie, ce qui se passe aussi, beaucoup d'astrologues qui ont pratiqué beaucoup, ils vont utiliser l'intuition sans s'en rendre compte, de la même manière qu'ils vont utiliser avec les cartes. C'est par exemple, quand on utilise les cartes, admettons que moi, le 10 de trèfle, ou on va prendre une carte simple, par exemple le roi de pique, admettons que moi j'ai une compréhension faussée du roi de pique, et je penserais, admettons, que le roi de pique a une signification émotionnelle, par exemple. Admettons que je me tromperais, j'aurais plus derrière moi, comme on l'a appris, la définition du roi de cœur, par exemple, qui est plus un sacrifice émotionnel, on va dire. Et ben, à force, même si j'ai une erreur d'éducation, on va dire, dans le sens où j'ai pas appris la bonne chose, ce qui arrive dans plein de domaines, hein, c'est pas une critique forcément, c'est juste que la réalité fait que parfois on n'a pas toutes les informations, ce qui est normal, donc c'est pour ça qu'on se trompe. Et du coup, si j'ai pas cette information-là, il y a mon intuition, mon corps qui va m'orienter et me faire dire qu'en fait cette carte-là, elle est plus quelque chose de plus concret, de quelque chose de plus qui est lié à la survie, qui est lié à la difficulté de la vie, etc. Donc le pic, c'est quelque chose qui est vraiment, ça demande de la confiance en soi, donc c'est vraiment la première suite de couleurs. Et la plus importante, c'est pour ça que l'as de pique, il est toujours mis, inconsciemment, il est toujours mis en valeur. Du coup, on ressent ça, que l'as de pique, il a une valeur différente des autres cartes. Donc, mais là, c'est assez facile quand même. Donc tout le monde voit plus ou moins, enfin ressent un peu plus ou moins cette énergie de l'as de pique qui est particulier. Du coup, pour revenir à l'astrologie, ce que je vais faire après, je vais expliquer ce tirage de cartes là ensuite, mais je vais expliquer un peu l'astrologie quand même avant, parce que ça se rejoint au final ici, là, juste pour expliquer ça. Le roi de pique, il est dans la carte qui est liée à Jupiter, selon moi, c'est la 5e carte ici, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est la 5e carte pour moi. C'est la manière que j'utilise le tirage de cartes pour la mêler à l'astrologie. Et du coup, la 5e carte, c'est lié à Jupiter, la 5e planète.
Et on aura des difficultés avec Jupiter dans l'année qui va suivre là. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mes vidéos. Et c'est quelque chose que je préviens beaucoup parce que c'est ça qui va influencer beaucoup les gens l'année qui va arriver. Du coup, au niveau de l'astrologie. Déjà, ce mois-ci était un mois vraiment particulier parce qu'il y a eu 2 éclipses, une éclipse lunaire, une éclipse solaire. Donc l'éclipse solaire, c'était par rapport au fait qu'il y avait le soleil en balance, et la lune était en conjonction avec le soleil à un moment dans le mois. Et l'influence de cette éclipse était un mois auparavant, il y avait déjà cette influence, avant l'éclipse, et un mois après. Donc on avait je sais pas si on l'a encore, mais ça doit être en train de disparaître, je pense. Je crois que c'est vraiment la fin. Peut-être qu'il reste encore peut-être une semaine, un truc comme ça d'influence, ou quelques jours. Approximativement, je vais pas tout regarder. Mais en gros, cette éclipse a influencé beaucoup de choses. Si on prend pas en compte cette éclipse dans les calculs, si on ne sait pas comment utiliser les éclipses, moi-même, j'ai pas tous les détails non plus, je suis toujours en train d'apprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore. Mais en gros, cette éclipse, il y a eu plein de choses nouvelles qui sont apparues. J'ai expliqué ça un peu dans la vidéo de Puff Daddy à la fin, au niveau des éclipses. Donc si vous voulez plus de détails là-dessus, regardez un peu cette vidéo-là. Moi-même, j'ai compris ce genre de choses-là grâce à mon prof qui a plus de 30 ans d'expérience. Donc au niveau des éclipses, c'est pas la connaissance qui vient que de moi, il y a beaucoup de partage. Moi, je fréquente beaucoup d'astrologues sur des forums, sur des partages, etc. Et on partage nos idées, donc on met en confrontation nos idées pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc on vérifie constamment. Donc moi ça fait plus de 10 ans que je suis sur ce genre de forum là, donc je lis, je m'informe et je fais des prédictions qui sont quand même réalistes. Et c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que je pense que je suis pas encore au niveau pour arriver à prédire vraiment de manière parfaite ce qui va se produire. Mais quand même, j'ai suivi beaucoup, j'ai beaucoup regardé les transits, et quand je compare par rapport aux youtubeurs, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo-là, malgré que je pense que je suis pas non plus le meilleur dans cette position pour faire ce genre de vidéo là, mais bon, en France peut-être qu'il y a quand même beaucoup moins d'astrologues aussi. En Amérique c'est quand même très très développé. J'ai pas l'impression qu'en France c'est autant développé, donc je me permets aussi d'apporter peut-être des connaissances qui ne sont pas aussi facilement disponibles en français. Parce que moi, tous mes cours ils sont en anglais, donc je suis depuis 10 ans des cours en anglais, d'astrologie, de cartes, tarot, cartomancie, et plein d'autres choses. Donc, ce qui est important aussi, là, ces derniers jours, mais bon, ça s'est produit, moi ça fait 8 mois que, enfin, même plus, mais environ 8 mois que je regarde la Lune quand elle transite à côté de Saturne et le point d'éclipse, ce qui est le cas en ce moment. Et à chaque fois, sur Facebook, parfois je postais là-dessus. J'ai un peu supprimé mes écrits sur Facebook parce que je pense que j'étais un peu trop méchant, on va dire, au niveau de mes écrits, où j'étais un peu trop harsh, où je faisais trop... J'ai un Saturne très fort, donc j'ai tendance à voir la vie d'une manière très concrète et très réaliste et très franche, donc je dis vraiment ce qui se passe, et ça peut choquer les gens, et ça peut les vexer, etc. Donc ça, c'est la maturation de Saturne qui commence à me faire rendre compte que j'ai peut-être un peu exagéré là-dessus, certainement. Et le fait que plutôt en train de transiter mon Saturne en Verseau, donc il y a ça qui se produit aussi, donc ça c'est en train de changer beaucoup de choses, et même si c'est en train de détruire mon ego qui est lié à Saturne, c'est assez impressionnant de voir
Enfin, je suis quand même content que c'est détruit. Je suis pas le seul à le sentir et je pense qu'il y a beaucoup qui vont se remettre en question, ce qui est une bonne chose. Donc on a Pluton ici, si on regarde dans le signe de Capricorne, là, qui était déjà en Verseau la dernière fois, mais qui était revenu dans le signe de Capricorne. Donc on avait le rétrograde qui bouge dans la direction, selon notre point de vue. Ça reste quand même partiellement ce qu'on voit à travers les chartes astrologiques, mais dans le ciel, ça se passe pas vraiment comme ça. Du coup, Pluton, il est revenu en arrière, et là, il va revenir en avant dans pas trop longtemps, et il va titiller le début de Verseau. Donc il va toucher un peu ici cette partie-là, et ça va faire mal à certains, parce que Pluton, ça détruit les choses, et ça les reconstruit ensuite. Pluton, c'est le destructeur, donc c'est Shiva, l'équivalent de Shiva en astrologie védique. Et donc Pluton, généralement les gens ils savent que c'est une planète qui est quand même qui est de feu plus ou moins. Donc c'est l'équivalent de Mars, hein, sauf que c'est une planète qui est lente et qui a un intérêt spécifique et qui est très peu comprise parce que c'est une planète qui n'agit pas directement dans le monde. Je peux faire une métaphore, c'est un peu comme dans Dragon Ball Z, ceux qui connaissent le dieu de la guerre dans Dragon Ball Z, il dort pendant 4000 ans, et après il revient et il fait son show, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui agit directement, en fait, c'est quelqu'un qui, dans des moments de crise intense, on va dire, qui agit en fait comme un dieu de loin, en fait, qui agit pas directement sur Terre, en fait, qui agit indirectement, qui donne des solutions, etc. Donc, et c'est lié au flux générationnel, c'est-à-dire que quand Pluton transite, tout le monde le ressent, et du coup on a l'impression que c'est facile d'utiliser Pluton pour prédire l'avenir, mais c'est à double tranchant. Parce que quand on prédit avec Pluton, en fait, on prédit des choses, on prédit pas les événements, en fait, vraiment. On prédit pas les événements personnels, on prédit ce qui va se passer globalement. Mais individuellement, on ne sait pas comment Pluton va influencer individuellement chaque personne. Donc par exemple, si on regarde la charte de Donald Trump, par exemple, qui est une charte que souvent les gens regardent pour la politique, et si on regarde le transit de Pluton, on va pas savoir si par exemple Pluton, je sais pas moi, il transite son soleil, je dis n'importe quoi, son soleil n'est pas en Verseau, mais admettons que son soleil était en Verseau. Si Pluton il transitait sur son soleil, avec cette information-là, on peut pas savoir si ça va devenir quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. On peut savoir qu'il va y avoir un changement, parce que Pluton est en train de transiter son soleil. On sait quel genre de changement ça va produire au niveau de son soleil, donc sa personnalité, qui il est, sa conscience, etc. Mais on ne sait pas si ce changement il va être positif ou négatif. Et pour savoir ça, il faut regarder les planètes, comment elles sont positionnées, les 7 premières planètes avec Rahu et Ketu. Et c'est là qu'on peut savoir si ça va être positif ou négatif. Et quand on fait ce genre d'astrologie-là, les gens en général, ils ont peur. Parce que tu vas toucher à des choses, à l'ego, etc. Et là, les gens, ça va être comme le tarot ou machin, dans le sens où bah, tu peux dire si la personne, en gros, elle va être immature dans ce domaine-là, ou si elle va se remettre en question. Et là, quand on touche à ça, donc c'est pas facile de faire des prédictions comme ça, parce qu'on touche, moi par exemple, quand dernièrement je commençais à voir ce genre de choses-là, j'hésitais à publier mes vidéos, parce que je pense que même si par exemple je fais une vidéo sur Puff Daddy ou des gens connus, ben, ça pourrait les gêner, parce que c'est pas... Je suis en train de publier sur quelque chose, sur la vie personnelle, donc c'est pas... Des fois, j'ai pas trop envie de donner mon avis là-dessus, parce que je trouve que je vais dans une direction qui n'est pas appropriée selon moi.
Mais bon, après moi j'ai des normes et des certaines limites que je me mets parce que je pense que ça peut avoir des conséquences après ensuite. Donc voilà, à ce niveau-là. Donc maintenant je vais parler un peu. Donc par exemple, juste pour revenir là-dessus, il y a plein de vidéos que j'ai pas publiées parce que je trouve que c'était pas approprié par rapport à ça, dans le sens où si je dévoile la vie personnelle de quelqu'un, ça peut la gêner. Mais bien sûr, c'est devenu sur Internet, c'est tellement devenu banal qu'on s'en rend plus compte. Mais admettons qu'un jour l'astrologie soit reconnue, je pense pas que ça va arriver du jour au lendemain, mais admettons que ça devient de plus en plus reconnu comme étant que ça fonctionne, ben ça va être un peu comme Facebook, c'est-à-dire qu'on va dans la vie personnelle des gens en fouillant et du coup ça peut être mal vu, on n'est pas censé pointer du doigt certaines personnes et leur dire bon tu as ce problème là, à moins que la personne nous demande justement de fouiller là-dedans et de l'aider à résoudre son problème. Donc voilà. Après les événements de la vie font que parfois on fait des erreurs et c'est normal. Après voilà quoi, c'est comme les scandales, il y a des scandales partout, il y a des problèmes, il y a des gens qui se sentent mal et du coup ça fait partie de la vie aussi. Du coup, philosophie à part, on va essayer maintenant de passer à l'astrologie elle-même. Du coup, le transit de la Lune, à chaque fois qu'il arrive à côté de Saturne, moi je ressens. Bon après, on le ressent pas aussi fort à chaque fois, des fois il y a souvent des nuances, mais à chaque fois la Lune, en ce moment, quand elle va transiter, je vais mettre peut-être l'écran ici, ça va être plus simple pour certaines personnes. Quand la Lune, bon là ça c'est Saturne, ça c'est Rahu, le point d'éclipse. Je pourrais même faire ça d'ailleurs, mais bon, mettre les noms des planètes. Et bon, je vais l'expliquer à chaque fois. Garder le symbole, c'est important. Ce symbole, si on arrive à retenir les symboles, ensuite, on peut faire de l'astrologie plus facilement. Donc on a Saturne ici, on a la Lune là, dans le signe de Bélier, Rahu dans le signe de Bélier, Jupiter en Gémeaux, Mars en Cancer, Soleil en Balance, Ketu, c'est Ketu en Balance, Mercure en Scorpion, Vénus en Scorpion, et là, c'est ascendant, bon, on s'en fout de l'ascendant. je fais des prédictions sur l'instant présent. Donc l'ascendant il va changer toutes les 2 heures. Ici on a la Lune qui était, la veille, était à côté de Saturne, donc on a eu, je pense, beaucoup d'anxiété, difficulté à dormir, difficulté peut-être à manger, à se reposer, à être social, anxiété sociale, etc. Parce que la Lune, c'est nos émotions, notre ressenti, notre personnalité d'un point de vue relationnel avec les autres. Donc si on a la Lune dans notre charte qui est à côté de Saturne, tous les jours, on va ressentir cette anxiété-là. Et ça se voit. Moi, j'ai vérifié sur peut-être une vingtaine d'amis ou des chartes que je connais par cœur ou que je connais bien, où j'ai eu l'occasion d'avoir la charte. Quand la Lune est à côté de Saturne, la personne, elle est anxieuse, elle n'est pas très sociale, elle a du mal à faire ça. Après, il peut y avoir des nuances autour qui fait qu'elle a quand même des capacités sociales. C'est pas que ça, il n'y a pas qu'un placement en astrologie. Quand la Lune est à côté de Rahu, ça donne quelque chose de contradictoire, parce que Rahu, il est c'est quelque chose qui va exagérer les choses, donc ça va rendre les choses surfaites, donc ça va donner une sorte à la Lune, ça va donner une impression que la personne a beaucoup de capacités lunaires, donc elle va être capable de voir des choses, etc. Ça va pousser son intuition au maximum, dans le sens où elle va pouvoir peut-être voir des mondes extérieurs, etc., ou intérieurs, ou faire des projections astrales, ou ce genre de choses un peu plus dans le monde ésotérique, on va dire.
Et la plupart du temps, ce que ça va faire, c'est que la personne va se comporter un peu comme un fou ou une folle, donc ça va donner de l'extrémisme. Et plus la Lune est proche du point d'éclipse, plus les gens ont tendance à faire n'importe quoi. Dans le sens où ils essayent d'expérimenter dans toutes les directions, et ça donne une obsession lunaire. Donc la Lune, c'est les émotions. La personne a envie d'expérimenter ses émotions et de comprendre sa capacité sociale qu'elle a du mal à comprendre. En fait, la Lune, c'est très social, c'est notre envie de connexion à notre mère, etc. Donc si la Lune, par exemple, à côté de Saturne, ça veut dire que pendant ta période de 0 à 1 an, quand tu es né, tu as eu un trauma ici au niveau de la Lune. Avec Rahu, ça va être un peu différent, mais ça va donner quelque chose de similaire. Donc tu vas voir beaucoup, c'est des personnes qui ont du mal en fait, qui ont des traumas assez graves dans leur vie. Et c'est pour ça que quand il y a un transit de la Lune dans Saturne, on ressent cette énergie-là, comme si à ce moment, comme si on pouvait ressentir ça, et c'est le cas, on peut ressentir cette émotion. Donc tu n'es pas obligé de me croire sur parole, à chaque fois que la Lune transite dans ce signe, tu vas ressentir ça, la plupart du temps, dans 90% des cas. Après, il va y avoir des nuances, parce que, bien sûr, il n'y a pas que ça. Donc si Jupiter il est en Cancer, par exemple, à ce moment-là, ça va aider beaucoup, parce que c'est le signe de la Lune, et Jupiter va aider le signe de la Lune. Là, par exemple, la chose qui est positive, c'est qu'on a une conjonction de Vénus et Mercure, donc il y a du bon ici, par exemple. On a un côté charismatique, l'envie de parler, discuter, etc. Même si dans ce signe-là, c'est pas non plus le signe le plus aimé pour Vénus et Mercure, surtout Mercure. J'ai entendu dire hier, je regardais une vidéo de quelqu'un qui disait que Vénus en Scorpion, c'est mal. Pour moi, c'est neutre, Vénus en Scorpion, à moins qu'il y ait autre chose de toi. S'il y a Saturne à côté, oui, c'est sûr que là, ça va être difficile pour Vénus. Mais s'il n'y a rien autour qui gêne Vénus, Vénus en Scorpion, c'est pas gênant, hein, c'est neutre. Il n'y a pas de bien ou de mal derrière Vénus en Scorpion. Après, Scorpion est souvent vu comme un mauvais signe, comme si c'était la chose qu'il fallait pas toucher. Beaucoup de rumeurs sur Scorpion, c'est sûr que Scorpion, c'est quand même un signe qui est plus lié au retranchement sur soi. C'est quand même un signe émotionnel aussi, donc il y a un retranchement sur soi. C'est pas quelque chose qu'on met en avant, le fait qu'on est Scorpion, c'est plus un signe, c'est le 8e signe. Le 8e signe, c'est lié à quelque chose de caché. Donc dans la vie, il y a plein de choses qui sont cachées, mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont forcément mauvaises. C'est comme par exemple là, je vais pas parler par exemple du fait que, admettons que je suis allé aux toilettes et que j'ai fait voilà quoi, des choses qu'on parle pas tous les jours, parce que c'est des choses qui naturellement dans la vie de tous les jours en général on n'aborde pas ce sujet là. Donc voilà, c'est important de nuancer les choses comme ça. Alors je fais une petite pause et je reviens sur autre chose, comme ça je reprends un peu mon souffle. Alors je vais parler, je pense que 3 choses qui sont assez importantes que je vois. Déjà, rectification de certaines erreurs de base que certains astrologues font, parce qu'ils n'ont peut-être pas ces techniques-là, qui sont des techniques importantes. Toujours regarder le maître d'une planète, et regarder si ce maître-là, il est en difficulté ou pas. Par exemple, ici, Mars, il est en Cancer. Mars en Cancer, déjà, c'est pas facile à comprendre, parce que la débilitation de Mars se fait dans un signe qui est ami. La Lune aide Mars. Donc Mars, il n'est pas si problématique que ça, en fait, en Cancer. Ça donne juste quelqu'un qui est passif. Parce que Cancer, c'est le signe de la Lune, donc c'est la passivité, c'est l'émotion, etc. Et Mars, c'est le combat, c'est l'action, etc. C'est l'activité physique, enfin, c'est la volonté d'agir, on va dire. C'est pas l'activité physique, je me suis trompé ici, c'est la volonté d'agir.
Donc si tu n'as pas la volonté d'agir, tu vas rester sur place et tu vas rien faire. Donc c'est ça qui donne un peu cette paresse-là de Mars en Cancer. Et j'ai vérifié plein de personnes qui ont Mars en Cancer, ils ne sont pas agressifs. Et j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui dit que Mars en Cancer c'est agressif. Non, Mars en Cancer c'est pas agressif. Ça peut être agressif s'il y a autre chose de toi. Genre, si par exemple il y a Saturne dans le signe de Mars, dans le signe de Cancer avec Mars, là ça va créer des problèmes un peu d'agressivité. Mais s'ils avaient une agressivité un peu passive toujours, parce que c'est en Cancer, donc ça va être un peu tout mignon, on va dire. Comme en ce moment, parce que quand on fait des transits, on peut comparer à ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, par exemple, si sa personne est née ce jour-là, il y a des placements similaires. Donc par exemple, ici on a Raoult sur le signe de Bélier. Le signe de Bélier est lié à la Mars. S'il y a un problème dans le signe de Mars, il va y avoir un problème avec Mars, par déduction. Donc si par exemple tu es né en 97, 98, Saturne il est dans le signe de Bélier. Donc si, je crois pas que Saturne en 97-98 Mars il était en Cancer, mais admettons qu'il était en Cancer à ce moment-là, et bah tu aurais des problèmes avec Mars, même si Mars il est en Cancer, parce que Saturne est dans le signe de Bélier. En 68 par exemple, 67, 68, ou jusqu'à 69, pas trop loin, on a Saturne et le point d'éclipse en Bélier. Tu regardes ces gens-là, tu verras qu'ils sont agressifs. En général, ils ont du mal à contrôler leur agressivité. Parce que Saturne, il est en Bélier. Donc s'il y a un problème dans le signe de Mars, il y a un problème avec Mars aussi. Et le maître de Mars aussi. Et ça peut jouer. Donc par exemple, en ce moment, le maître de Mars, c'est la Lune ici, parce que c'est le signe de Cancer. La Lune est à côté du point d'éclipse. Donc Mars, il est indirectement en difficulté aussi, parce que la Lune est en difficulté. La veille, la Lune était avec Saturne. Et donc en difficulté, mais plus flagrante, parce que avec Raoult, il y a quand même un bon côté, c'est qu'on a envie de se faire plaisir beaucoup plus qu'avec Saturne. Donc la Lune avec les Raoult, moi je trouve ça un peu ambivalent, dans le sens où la Lune est quand même en difficulté énorme, normalement plus que Saturne, mais c'est tellement confus que les gens ne le voient pas, ou ils pensent que c'est des bonnes émotions parce que la personne surfait ses émotions et est tellement excitée qu'on a l'impression que c'est bien, et quelque part c'est mieux que Saturne parce que ça paraît dépressif Saturne. Quand la Lune est à côté de Saturne, on est vraiment très dépressif, on est asocial, anxiété, etc. On cache ou on ment des choses, on se ment à soi-même, on se ment à ses émotions, on ne montre pas qui on est, etc. Par exemple, je regardais la vidéo de comment il s'appelle, Raoult, là, le docteur là, à Marseille, là. Il a la Lune à côté de Saturne dans le signe de Balance. Et ça donne de l'anxiété sociale et plein d'autres choses, ce qui fait que moi j'ai l'impression qu'il a tendance à mentir de temps en temps, ou il se rend pas compte qu'il est en train de mentir, même s'il est très doué, je pense, dans certains domaines. Quand la Lune est à côté de Saturne, ça empêche l'intuition aussi. Donc les gens, ils se remettent pas en question au niveau de leurs émotions. Donc ça, c'est pas quelqu'un qui va apparaître franche vraiment. Et d'ailleurs, il se contredit dans sa vidéo lui-même. Il dit qu'il ne comprend rien à la vérité et qu'il n'est pas dans ce domaine de la vérité. Mais il pense que ce qu'il dit c'est la vérité. Donc il y a une contradiction ici. Si tu as tendance à ne pas comprendre qu'est-ce que c'est la vérité, en général, tu vas peut-être dire des choses fausses ou mentir sans faire exprès, parce que tu sais pas ce que tu dis. Mais bon, ça c'est les personnes qui ont du mal avec la Lune. En général, ils vont utiliser plus le Soleil, et le Soleil c'est plus concret, la science, etc. Donc ils vont avoir du mal à comprendre tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est spirituel, etc. Et pourtant, ce monsieur Didier Raoult, là, il a le Soleil en Poisson, donc il y a un côté spirituel quand même. Il parle de religion, etc. Il parle de christianisme, parce que le Soleil est en Poisson, ça peut donner un côté chrétien, etc. Donc, ou spirituel. Ça peut ressortir aussi d'une manière philosophique. Du coup, il y a toutes ces nuances-là qui peuvent apparaître dans le signe de Poisson.
Enfin, lui, il avait Raoult aussi dans le signe de poisson en même temps, donc il essaye de comprendre le côté poissonneux, on va dire qu'il a du mal avec ça. Donc en même temps qu'il a le soleil en poisson, il se comprend pas lui-même, il en recherche de lui-même. Et ça donne un côté un peu agressif parce qu'il essaye d'être un homme en fait, d'être impulsif, enfin pas d'être impulsif, mais d'agir, donc c'est pas quelque chose qui se fait facilement d'être un homme. Donc c'est le soleil, le côté masculin, j'ai un homme, mais ça peut être aussi une femme qui essaye de développer sa conscience, etc. Du coup voilà, juste petite parenthèse là-dessus. Du coup, je voulais expliquer aussi un détail, la surutilisation des squares, Bon, les conjonctions, ça va, les conjonctions sont assez flagrantes. Mais les squares aussi, normalement, ils sont assez flagrantes. Mais il faut les utiliser dans un bon... C'est pas facile de les utiliser vraiment, en fait, parce que c'est lié... C'est plus lié aux prédictions, et c'est un domaine qui est vraiment pas facile à gérer, en fait, quand tu ne maîtrises pas les autres bases, en fait. Et les astrologues occidentaux, surtout, qui ont une base soit hellénistique, ou soit l'astrologie western en général, qui utilise l'astrologie tropicale, ils n'ont pas beaucoup de techniques, contrairement à l'astrologie védique. Et du coup, pour expliquer les choses, ils vont tout le temps revenir sur les squares, sur les transits, sur les aspects, et ils vont surutiliser les aspects, et ils vont faire des erreurs. Parce que à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'ils ressentent quelque chose, ce qui est normal, ils essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe, ils vont regarder tous les squares, et les squares, ça va pas... Pour un débutant, d'utiliser les squares, ça sert à rien, presque limite. Bon, moi je trouve. Arrête d'utiliser les squares tout le temps, ça sert à rien si t'es débutant. Utilise les oppositions déjà, commence à maîtriser les oppositions ou les conjonctions, qui sont beaucoup plus flagrantes, et c'est ce que tu vas ressentir beaucoup plus. Bien sûr, les squares avec les transits de Uranus, Neptune et Pluton, ça va se ressentir bien sûr d'une manière flagrante, mais le ressentir et l'expliquer et ensuite prédire ce qui va se passer, c'est pas la même chose. Donc tu peux prédire grossièrement que tu te sens mal parce que par exemple Pluton, admettons il est en train de transiter, admettons que tu as Saturne en Capricorne à 29 degrés, tu vas le ressentir et tu vas dire bon c'est Pluton qui me fait chier quoi. Et c'est assez flagrant. Mais après d'expliquer comment ça va se passer dans ta vie et prédire quelque chose là-dessus, mis à part le fait que tu vas te sentir mal parce que c'est un transit de Pluton, mais n'importe quel imbécile qui a 3-4 mois d'expérience en astrologie, il regarde qu'est-ce que ça veut dire Pluton, il regarde si c'est en train de transiter et il va savoir qu'il va se sentir mal et parce que c'est à cause de Pluton. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi, voilà, il y a quelque chose derrière. Et c'est là qu'on commence à faire de l'astrologie un peu plus high level, on va dire. On monte un peu en niveau, on ne dit pas juste bon bah Pluton il transite là et tu te sens mal, quoi. C'est... Ouais. Donc surutilisation des squares. Ce que je vois aussi, c'est la non-compréhension des lords, des maîtres. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent expliqué. Je vais faire un exemple. Par exemple ici, Soleil en Balance. Le maître de Balance c'est Vénus. Vénus il est en Scorpion. Le maître de Scorpion c'est Mars. Il est en Cancer. Le maître de Cancer c'est la Lune. Il est en Bélier. Le maître de la Lune c'est Cancer. Donc là on voit tous les maîtres. J'ai fait le tour de tous les maîtres, mis à part Jupiter et Saturne. Donc le maître de Jupiter, de Saturne, c'est Jupiter, le maître de Jupiter, c'est Mercure, et donc là on va revenir encore une fois à la Lune à la fin. Donc le maître total, le dernier lord, on va dire, de tous ces maîtres-là, c'est la Lune et Mars. Ça c'est important de savoir. Et c'est pas facile à maîtriser. Bon là je le fais rapidement, mais on a plus ou moins un peu, on peut... Si vous n'avez pas compris, remettez, faites un retour en arrière et jusqu'à vous arriver à comprendre.
Donc ici on a Mars et la Lune, c'est les derniers maîtres, c'est-à-dire que c'est eux qui vont tout gérer. Donc si par exemple la Lune elle est en exaltation en Taureau, on va se sentir bien. Parce que le dernier maître, le maître des maîtres, on va dire, il est bien placé. Ce qui n'est pas le cas ici, la Lune est en Bélier, ça commence à se rapprocher de Taureau. Quand la Lune va être en Taureau, vous allez voir, les gens ils vont se sentir beaucoup mieux, en général, à moins qu'il y ait autre chose qui se passe en même temps qui est gênant. Mais malgré tout, ça va s'améliorer. Donc à chaque fois, moi j'ai les 6 derniers mois, parce que les 6 derniers mois, Saturne et Raoult, ils étaient plus ou moins dans la même position, ils se déplaçaient légèrement, mais c'est toujours en Saturne, en Bélier et en Poisson. Et du coup, les 6 derniers mois, à chaque fois que la Lune a transité dans ces signes-là, il y avait très souvent, voire 95% des cas, des difficultés, anxiété. Moi, je me sentais pas trop bien, mais bon, après, j'arrive à gérer avec la méditation et tout ça, donc il y a des nuances aussi. Mais la plupart du temps, je me sentais bas, je me sentais pas bien, j'ai pas envie de faire une vidéo avec, tu sais, parce que j'ai mal dormi la veille, ou que j'ai pas réussi à méditer assez souvent, ou il y a quelqu'un qui m'a parlé de sa vie et que j'ai dû prendre sur moi pour essayer de comprendre la personne, etc. Donc il y a ces événements, souvent quand la Lune est à côté de Raoult ou Saturne, on a ces événements de la vie qui fait qu'on n'arrive pas à se reposer, qu'il y a quelque chose qui nous gêne, etc. Et pour moi ça c'est flagrant, parce que ça fait au moins plus de 5 ans que j'observe les transits, et à chaque fois quand la Lune est à côté de Saturne, je regarde, je fais est-ce que je me sens bien, est-ce que les gens ils se sentent bien, etc. Donc voilà. Et moi je trouve ça surprenant qu'il y a certains astrologues qui ont peut-être 7-8 ans d'expérience ou qui sont youtubeurs, astrologues youtubeurs, et qui ne remarquent pas le transit de la Lune avec Saturne ou Raoult, etc. Ou par exemple la Lune à côté de Jupiter, ça se ressent, quoi. Si la Lune est à côté de Mars, ça se ressent. Moins que Saturne, mais le plus flagrant c'est avec Saturne, où quand c'est des transits basiques, tu commences par expliquer ça, si tu comprends pas ça, le reste tu vas rien comprendre, hein. Ou tu vas comprendre mais sans comprendre la base. Tu commences à l'envers, au lieu d'apprendre à faire des additions, tu commences à faire des racines carrées au cube ou au machin, enfin c'est ce genre de trucs qui sont un peu plus compliqués, quoi. C'est pas... Du coup, j'ai arrêté de critiquer les astrologues. C'est pas un métier qui est facile, et c'est un métier qui a compris, les gens ils font pas trop un cas avec. Et parce que ça marche pas, si on voudrait que ça marche plus souvent que ça ne marche. Ça marche, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont évidents, il y a des trucs qui sont simples. La Lune, quand elle transite dans Saturne, tu commences, par exemple, admettons, on va faire une petite prédiction rapide de choses qui peuvent se passer. Tu te mets en couple, où tu rencontres quelqu'un pour la première fois, et que la Lune est à côté de Saturne ou Raoult, comme ça, dans cette position-là. La relation que tu vas avoir avec cette personne-là, elle va être très... Elle va avoir cette énergie-là de difficulté que j'ai expliqué, là, de conjonction très difficile. Pareil, moi, je me rappelle la précédente relation que j'avais eue. Le Soleil était en balance avec Ketu, comme ça, parce que c'était... je crois que j'étais... il y a 1 an de ça, ou un truc du genre, ou 2 ans. Et du coup, le Soleil était en balance avec Ketu ici. Et du coup, ça donne de l'instabilité, ça. Le Soleil en balance, il est faible. C'est sa débilitation. Et du coup, le rôle masculin est faible. Parce que le Soleil est faible ici. Donc il y a un côté faible. Là, ce que j'ai vu récemment, comme le Soleil il est faible et Mars aussi il est faible, c'est en Cancer, et ben il n'y a pas beaucoup de force masculine en ce moment. Tu as plus envie d'aller dans ton lit, te reposer, etc. En plus il y a cette éclipse là qui crée beaucoup de changements, mais c'est un changement qui se produit dans la paresse, on va dire, parce qu'on n'a pas de force. Il y a très peu de personnes qui ont beaucoup de force en ce moment. Parce que Mars il est en Cancer. Et ça c'est une base aussi. Et
Quand tu as pas de force, en général, t'es pas agressif. Ou tu l'es beaucoup moins. Donc même si Raoult, il est en bélier en ce moment, mais on a envie de conquérir les choses, parce que Raoult, c'est nos obsessions. On est obsessionnel en ce moment avec bélier. Donc moi, par exemple, j'ai actuellement Ketu, il est dans ma 6e maison en transit, et Raoult, il est dans ma 12e maison dans le signe de bélier. Et du coup, je passe beaucoup de temps seul à m'entraîner. Parce que Raoult, il est dans la 12e, donc la solitude, c'est la 12e maison. Et bélier, c'est travail sur soi, donc c'est qui tu es, donc c'est le chiffre 1, c'est lié à la conscience, le soleil, etc. C'est pour ça que le soleil, il est exalté en bélier, et qu'il est faible en balance, parce qu'il aime bien, le soleil, c'est le côté masculin, il aime bien savoir qui il est, qui il a envie d'être, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Donc c'est beaucoup activité, action, donc c'est un truc, il faut agir. Donc là, on a envie d'agir, on a envie de faire des choses, mais on n'a pas de force. Et la lune, elle est ici, à côté du point d'éclipse, donc on est obsédé aussi par nos émotions, on a envie de faire des connexions, on a envie de voir des gens, etc. Du coup, voilà, pour ça, je vais passer maintenant... je vais expliquer un dernier truc. Et là, on va parler un peu, je vais montrer un peu les transits, du coup. Du coup, je vais montrer ça. Donc, on va avancer je vais vous demander de regarder un peu comment va se déplacer Saturne et le point d'éclipse. Saturne, il va venir ici, Raoult, il va venir ici, il va avancer à l'envers et il va venir à côté de Saturne. Alors, regardez bien ce mouvement-là. J'avance de quelques semaines. Donc là, on voit la Lune qui se déplace aussi. Par contre, j'aime bien mettre cet écran-là dans les transits, parce que il n'y a pas l'ascendant qui bouge, et du coup, on voit plus clairement ce qui se passe. Donc, je vais redécrire ce qui se passe ici. On a Saturne en Poisson, on a Raoult en Bélier. Raoult, il va aller dans le signe de Poisson. Et ici, ça va être fixe, parce que c'est pas une charte qui fait changer l'ascendant. Donc, on va rajouter des semaines... Et ça va pas trop tarder d'ailleurs, on est au moment où ça va changer de signe. Donc là, Raoult, à partir du 12, Raoult il va être dans le signe de Poisson. Et donc là, on a quelque chose de très très difficile pour Vénus, même si Vénus est en exaltation dans le signe de Poisson. Parce qu'il se fait amocher par Saturne et Raoult. Et du coup, ça j'ai déjà expliqué, je crois, dans une de mes vidéos, mais j'ai brièvement abordé le sujet. En gros, dans les 2 prochaines années qui vont arriver, à partir de 2025, on va avoir toutes les planètes, à chaque fois qu'elles vont transiter dans le signe de Poisson et de Saturne, on va avoir de la honte avec cette planète-là. Donc par exemple, là si on avance quelques jours, quand on aura... la Lune qui va arriver en Poisson, d'ailleurs je pense que c'est presque une éclipse, parce qu'on a le Soleil aussi en même temps qui est là. Donc le 31 janvier, on va avoir de la honte au niveau de la Lune, on va pas savoir comment agir avec nos émotions, on va avoir à se cacher, etc. Et Vénus aussi en même temps. Du coup, il y aura pas mal de problèmes de spiritualité, parce que Jupiter, Poisson, c'est un signe qui est lié à la spiritualité. Donc ça revient au même de ce que j'ai vu ici avec les cartes. Tirage de cartes que j'ai fait ici, où j'ai vu qu'il y avait un problème avec Jupiter. Ici, c'est la carte qui est liée à Jupiter, donc c'est dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, la carte qui est liée à Jupiter, la 5e planète. Il y a un problème ici parce que c'est un roi de pique qui est retourné, donc à chaque fois qu'on a une carte qui est retournée, et que c'est une carte, une face card, donc une carte, c'est un roi, une dame ou un valet, qui est retourné à l'envers. Moi je n'utilise pas les chiffres retournés, pour moi les chiffres sont pas, c'est ma manière de faire les choses. Et du coup pour là, ici on a un problème avec Jupiter, on a un problème aussi avec le chemin de vie, donc on a 2 rois qui sont inversés, donc on a un problème de leadership. C'est plus facile de faire une prédiction avec les cartes qu'avec l'astrologie.
Mais on peut faire les deux en même temps. Chose que j'essaye de faire un peu là ici en ce moment. Une des raisons qu'on peut voir un problème de leadership, c'est que Saturne c'est lié au leadership aussi. C'est un parent. Le Saturne c'est savoir attendre, savoir être patient, savoir prendre son temps, savoir voir le très long terme, voir le concret de la vie. Par exemple, si on reprend l'exemple de Didier Raoult, là, qui est médecin à Marseille, là, un professeur, the professeur, qui a un peu un ego un peu surdéveloppé, si on écoute un peu ce qu'il dit. Il a un Saturne très fort, par contre, qui est dans le signe de Balance. Et du coup, c'est quelqu'un qui a un rapport avec la réalité qui est très fort, donc il comprend beaucoup de choses d'un point de vue saturnien. Et Saturne, c'est la patience, c'est l'expérience aussi. On sait qu'on a de l'expérience, donc on sait qu'on a appris des événements de la vie, qu'on arrive à gérer les gens, etc. Donc Saturne, c'est très important, et c'est une des intelligences que Raoult, il a. Le reste, je suis pas trop sûr. C'est sa planète la plus forte, donc c'est très flagrant le fait qu'il a cette capacité-là. Mais du coup, c'est juste pour donner un exemple de Saturne ici, mais Saturne ici va être en difficulté toute cette période-là, donc si on peut rajouter des mois, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Par exemple là, le Soleil, il arrive dans le signe de Poisson, donc il va se faire tabasser par Saturne et par Raoult. Ça va pas être joli pendant cette période-là. D'ailleurs, moi, je suis né le 22, donc ça veut dire que cette année-là, 22 février, c'est un début pour moi. D'ailleurs, je peux mettre, je fais une prédiction, je mets exactement le degré de mon soleil. Et c'est l'astrologie Varshaf, voilà. Donc si je me souviens bien, mon soleil est à 3,15, je crois. J'ai pas fait d'erreur. Et du coup, là, on peut utiliser l'ascendant. Là, par exemple, on peut voir ma vie qui va être peut-être très sociale d'ailleurs, parce qu'on a toutes ces planètes-là dans la 7ème maison. D'ailleurs, je suis pas le bon joueur, non, c'est pas le bon joueur. 22. Ça ne change pas trop grand-chose. Mis à part la Lune qui est dans le signe de Sagittaire. Du coup, les personnes qui sont poissons, là, cette année qui va arriver, leur anniversaire, il va être difficile, et toute l'année va suivre ce mouvement-là de difficulté, parce qu'il y a Saturne avec le Soleil. Donc il va peut-être avoir de la honte dans ces domaines-là, il va peut-être avoir des difficultés, etc. Et mondialement, il va y avoir des choses assez pas sympathiques. Je vais faire une pause et on va revenir plus sur le tarot. C'est plus facile d'expliquer avec le tarot, avec la cartomancie, qui est un équivalent du tarot. Je vais revenir là-dessus. Alors du coup, on va faire un peu de cartomancie du coup. Et d'ailleurs, j'ai oublié de prendre les équivalents. Je vais peut-être prendre ça quand même. Alors j'ai mon petit site web avec des descriptions assez intéressantes. Où est-ce que j'ai fait ça? Je crois que c'était ici. Graphologie, Nakshatra, c'est ici. Donc j'ai un peu décrit les cartes rapidement. Il y a peut-être encore quelques petites fautes d'orthographe. C'est pas sur internet, c'est en local, c'est mon site que j'écris pour prendre des notes, etc. Et du coup j'ai fait la correspondance des cartes du tarot à travers un jeu de 52 cartes. J'ai enlevé, je dis 52 parce que 54, il y a 2 cartes inutiles, c'est les jokers. Selon moi, c'est des cartes inutiles. Et du coup, on a l'équivalent des cartes ici. Donc le soleil et la lune dans la carte de tarot, c'est le 1, donc c'est le chiffre 1. Et donc dans le chiffre 1, il peut y avoir une carte de carreau ou de cœur. Et du coup là, cette carte de carreau et de cœur va représenter la lune. Parce que c'est le cœur et le carreau, c'est le côté féminin. Et le soleil va être représenté par l'as de pique. C'est pour ça que l'as de pique, tout à l'heure, j'ai dit qu'il est très important. Et l'as de trèfle. Et après, on a la même chose pour les autres cartes.
Donc on a The Emperor et The Empress. Donc, je sais pas pourquoi je regarde en anglais ici, c'est la même chose en français. Donc The Emperor et The Empress, ça va être par exemple le 2 de pique pour l'empereur, ou le 2 de trèfle. Et l'impératrice, ça va être le 2 de cœur ou le 2 de carreau. Et donc on fait, pour toutes ces cartes-là, on fait ça. Jusqu'au 10 de pique et de trèfle et de cœur, etc. Donc c'est pas les mêmes équivalences que ce qu'on voit sur les cartes. Il y a des chiffres sur les cartes de tarot, et selon moi ces chiffres décrivent autre chose, peut-être qui existe dans la réalité. Mais dans le système que j'utilise, c'est comme ça, et du coup, quand on fait, peu importe si c'est vrai ou faux, quand on décide que quelque chose est quelque chose, et qu'on demande à ces cartes-là de nous donner la réponse, ce qu'on dit de ces cartes-là va représenter, va vraiment exister selon le tirage qu'on fait. Donc par exemple, si je dis que l'as de pique c'est l'as de cœur, et que je tire l'as de pique, bah, ça va représenter l'as de cœur. Donc ça va fonctionner quand même, même si ton opinion de la carte est fausse, mais tu dis que cette carte-là va représenter ça, ça va la représenter. Donc c'est un dessin poids-toi. Donc si par exemple tu vas dans un autre pays, et que dans le pays, par exemple, au lieu de dessiner l'as de pique, comme nous on le fait, il le dessine avec un cœur, ça va représenter l'as de pique pour eux. Donc ça va fonctionner quand même, le tirage. Donc il y a ça à prendre en compte au niveau des tirages de tarot. Donc peu importe si tu vois que c'est contradictoire par rapport à ce que tu utilisais, ça ne veut pas dire que tes tirages ils sont faux. Du coup voilà. Maintenant je vais passer au tirage. Du coup, ici on a le 10 de trèfle, donc ça c'est une carte qui est particulière que je vais expliquer ensuite, mais en gros c'est le chemin qu'on va suivre, en fait c'est un peu comme un ascendant cette carte là. Et ensuite on a la carte du soleil, donc ça c'est la carte qui va représenter le soleil ici, donc ça va représenter qu'est-ce qu'on va suivre comme chemin, notre travail, etc., notre conscience, quel chemin on va suivre au niveau de notre conscience. On a la carte de la lune, donc qu'est-ce qu'on va ressentir, est-ce qu'on va s'amuser, est-ce qu'on va ramener, attirer des choses, manifester des choses positives dans notre vie, est-ce qu'on va avoir des relations saines, etc. Donc plus la carte elle est bonne, plus on va ressentir ce genre de choses là. Donc par exemple là c'est un valet de carreau. Dans un valet de carreau, ça contient l'as de carreau, le 2 de carreau et le 3 de carreau. Donc c'est une très bonne carte. Donc, généralement toutes les cartes, les face cards sont meilleures, on va dire, que les autres cartes, à moins qu'elles sont à l'envers. Donc par exemple ici ça compte pas parce que la carte elle est à l'envers. Ici la carte elle est à l'endroit, et on peut prendre la meilleure carte pour la lune, c'est le 2 de carreau ici, parce que c'est le côté lunaire, c'est le 2. Et du coup c'est une très bonne carte pour la lune. Donc ça veut dire que notre enfant intérieur, le côté lunaire c'est un côté enfant, va être positif, on va se sentir bien au niveau de nos émotions, etc. Mais dans le concret, parce que c'est un carreau. Le carreau, c'est la terre, c'est le concret, etc. Donc on va peut-être travailler plus sur le concret, sur notre corps, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on ressent d'un point de vue corporel, etc. Et ça donne une stabilité. Le carreau, c'est lié au chiffre 4. Donc dans le carreau, on a toujours un 4 à l'intérieur d'un carreau. Ça représente une stabilité. Donc par exemple les banques, ils aiment bien, si on connaît un peu le côté commercial des banques, ils essayent de mettre des carrés pour donner cette impression de stabilité. Quand on met des choses carrées, c'est stable, c'est pas comme un ballon qui va glisser. Donc ça donne une stabilité physique, et ça peut être lié aux ressources financières, mais pas que. Du coup, à ce niveau-là, je pense qu'il y aura des bonnes choses cette année-là, donc il n'y a pas que du négatif, donc on peut regarder le positif ici. Si on regarde le tirage en général, on voit beaucoup de carreaux et beaucoup de piques. Parce que c'est ces cartes-là qui vont plus influencer le tirage. Donc beaucoup de carreaux, on a 1, 2, 3, 4,
celui-là ça va pas compter autant, c'est Raoult et Ketou ici, donc c'est particulier. Mais sur ces cartes-là, on voit sur les 7 premières cartes, on voit 4 carreaux et 3 piques. Donc il y a beaucoup de retranchements sur le carreau. Et ces cartes-là sont positives. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de problèmes. On va dire que financièrement, ça pourrait s'améliorer, hein, je pense. En tout cas, il y aura une recherche physique, concrète de la réalité. Dans la carte de Mercure, on a le 8 de carreau, qui est une carte très très importante qui est liée à Neptune dans le système que j'utilise. Donc, et le 8, ça représente une transformation, donc c'est lié à Raoult. Donc je pense qu'il y aura une transformation physique, des concepts, de la réalité physique. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mercure, c'est lié à la manifestation physique de la réalité. Avec du carreau, c'est une très bonne carte. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements concrets, des choses physiques qui vont changer, qui vont se transformer. Le 8, c'est une carte spirituelle, donc c'est lié à l'explosion d'énergie parce qu'il y a eu une destruction de l'ego. Parce que la carte d'avant, il faut toujours regarder la carte d'avant, qu'est-ce qui se passe. Le 7 de pique, c'est la destruction, c'est la Fallen Tower, la toit qui s'effondre, donc c'est ce que j'ai mis ici, là. Le 7, c'est la toit qui s'effondre. Et bon, le 7 de carreau, il est particulier parce que ça représente aussi le 9 de cœur. Et c'est quelque chose de très spirituel, le 7 de carreau. Ça représente aussi en même temps le 9 de cœur. Du coup, il y a eu, si on regarde par rapport à ce tirage-là, on peut voir un peu le passé. Si on regarde le chiffre d'avant. Donc le 7 de pique, le 7 de carreau, on peut dire qu'il y a eu quelque chose de spirituel qui s'est passé dans le monde actuel. Parce qu'on a un 7 de carreau avant. Ce qui est effectivement le cas selon moi. On a vu tout ce qui s'est passé avec le Covid, les vaccins et tout ça, les médecins qui ont fait un peu n'importe quoi, qui ont géré ça, ou les médecins, ou pas forcément les médecins, mais tout l'ensemble de Big Pharma, etc., ou de la culture qu'on a au niveau de la science actuelle. Il y a eu beaucoup de remises en question, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et qui sont toujours en train d'affecter ce qui se passe en ce moment. Donc je pense que cette transformation-là, ce 8-là qui est très important et qui est dans la carte du milieu, le Mercure c'est très important par rapport à la réalité. Donc quand on regarde la carte de Mercure, on voit un peu qu'est-ce qui peut se manifester. Au niveau de la carte de Mars, on a un As de carreau. L'As de carreau, c'est vraiment le début de comprendre qui on est d'un point de vue physique. Parce que c'est la Terre toujours, le carreau c'est un diamant, le diamant c'est la Terre, donc c'est une roche, c'est un solide, enfin c'est un minéral, donc c'est lié à la Terre. Et du coup on revient à un basique ici, on revient au début, on essaie de comprendre qui on est corporellement, vraiment la base, donc on va faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités physiques peut-être, et essayer de comprendre vraiment la chose la plus simple de qui on est. Donc c'est vraiment c'est assez solitaire aussi en même temps, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu de personnes qui ont envie d'être sociales, peut-être parce qu'ils ont envie de comprendre qui sont physiquement. Je vois beaucoup de personnes qui, aussi sur Facebook, Instagram, qui essayent de se comprendre physiquement, soit à travers la danse, soit à travers, en se mettant, en essayant de trouver sa beauté intérieure, on va dire, avec bien sûr des divergences selon la personnalité de chacun, bien sûr. Donc il y a ça. Après sur le soleil on voit un 6 de carreau, donc je pense que le 6 c'est lié à Vénus, c'est lié au désir d'être au plus haut de la société, de se sentir satisfait ou d'aller vers cette satisfaction physique. On est toujours dans le physique, donc il y a beaucoup de carreaux, du coup ça va être beaucoup physique, hein, ce qui va se passer cette année-là.
Donc il y a beaucoup, c'est un peu ce qu'on voit déjà, on voit beaucoup de choses, des gens essaient de comprendre physiquement leur apparence, ils se mettent en valeur physiquement, etc. Le carreau, c'est sa valeur, c'est pour ça que c'est un diamant aussi, c'est essayer d'avoir une valeur en fait dans le monde et d'apporter de la valeur aussi. Donc c'est beaucoup lié au travail aussi, le carreau. C'est pour ça que j'ai parlé de banque aussi tout à l'heure, donc c'est une recherche de stabilité aussi. Une stabilité physique, corporelle, que ce soit comment on se voit nous-mêmes, ou comment on arrive à donner de la valeur. Donc c'est pas juste l'apparence physique, hein, c'est vraiment la valeur qu'on se trouve à nous-mêmes qui est reflétée extérieurement. Donc on va parler un peu de ces cartes ici maintenant. Donc on n'a que du pic ici, donc un côté de survie, de combat, de difficultés, etc. Le pic c'est vraiment la conscience solaire la plus forte, dans le sens où c'est la première suite de couleurs. Le pic c'est un peu l'arbre qui grandit en fait, c'est la semence à travers vraiment le tronc, la base de la personne. Donc qui tu es, c'est vraiment le pic. Donc on a une recherche de qui on est, mais complètement à l'envers. Le roi représente le 7, le 8 et le 9 de pique. Donc c'est la tour qui s'effondre, le chariot, le pendu, enfin le chariot et l'ermite, ou le fou. Donc c'est très spirituel et c'est lié au leadership parce que c'est un roi. Et du coup, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes de leadership. Et dans le domaine de la spiritualité, parce que c'est la carte qui est liée à Jupiter. Et c'est lié aux croyances, au système de croyances. En ce moment, on a beaucoup, je pense, de changements qui vont arriver, mais qui vont pas être des changements positifs au début, je pense. Il y aura beaucoup de peur ou de décisions, de leadership qui vont être pas ce qui aurait dû avoir. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir une chute assez énorme et ça se voit déjà par rapport au mariage. Sachant que faut aussi que je parle de ce Raoult dans le 5 de cœur, qui est lié directement au mariage, au long terme, etc. Donc on est dans cette recherche du 5 de cœur. Mais bon, déjà au leadership, la carte de Jupiter est liée aussi au mariage, aux enfants. Parce que c'est la confiance qu'on a dans la société et le fait de... Si par exemple dans un pays tout le monde est chrétien ou musulman ou une certaine religion, peu importe, et qui sont rassemblés, qui sont d'accord sur cette spiritualité-là, ça va être plus facile d'avoir des relations, de se marier, etc. parce qu'on a la même croyance. Actuellement, on a une remise en question énorme des croyances, notamment par rapport à ce qui s'est passé en 2019-2020. Du coup, on a un peu une rébellion contre les institutions qui sont aujourd'hui considérées comme de la science, mais qui sont un peu notre religion. Donc on a une religion très scientisée en France, qui paraît sectaire d'ailleurs, qui est basée sur la médecine, sur la science, sur la recherche du réel, etc. Et qui a eu un effondrement, hein. Donc c'est la tour qui s'est effondrée. Là clairement, le roi de pique, ça représente cette tour qui s'est effondrée, mais ça représente aussi le 8 de pique, donc le chariot, normalement la transformation interne qui se fait à travers le changement qui n'a pas été fait ou qui va se faire d'une manière à l'envers. Donc on va faire les choses à l'envers, on va marcher sur la tête au lieu de marcher sur les pieds, c'est ce qu'on avait dit auparavant. Je pense que ça va continuer dans cette direction-là, malheureusement. Donc on va peut-être avoir de la folie spirituelle, des gens actuellement, j'ai commencé à voir sur Facebook beaucoup de chrétiens, etc., qui commencent à dire que ça va être la fin du monde, etc. Je pense pas que ça va être la fin du monde, heureusement.
Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de problèmes, il y a des gens qui vont se remettre en question parce qu'ils vont être en recherche de spirituel, parce qu'il y a un manque énorme à ce niveau-là, parce que les gens ils ont besoin d'avoir une croyance commune pour avancer dans une direction. Et là actuellement on n'a pas de croyance commune, on a une recherche de quelque chose de nouveau, et du coup avant que ça se construise, ça va être détruit. Donc là pour moi il y a une destruction du signe de Poisson, ça se voit en astrologie aussi. Et ici, on a un roi de pique dans la carte de Jupiter. Donc ça, c'est pas top top. Donc problème de leadership, certainement, il y a plein de... Mais bon, je vais pas mettre la faute sur les présidents, etc. Parce que les présidents ne sont le reflet que de ce qui se passe astrologiquement. Donc s'il y a des présidents qui sont des tyrans qui se mettent en place, c'est aussi le reflet de la tendance de la génération dans laquelle on est. Donc c'est pas forcément la faute des présidents, même si ça apparaît comme tel, et effectivement ils se sont mis dans cette position-là, donc ils ont aussi à assumer certaines choses qu'ils vont pas assumer, parce que le roi de pique, il est à l'envers. Du coup, voilà. Pas une carte facile à expliquer ici. Quand j'ai fait le tirage, quand j'avais tiré, j'ai pris à peu près, à chaque fois que j'ai tiré une carte, j'ai réfléchi pendant au moins 10, peut-être 5 minutes au moins sur chaque carte. Quand je suis arrivé au 8 de pique, au 8 de carreau, je me suis dit, waouh, on va avoir une belle année en fait au final. Je suis arrivé là, j'étais à la 5e carte, et je me suis dit, waouh, en fait je me suis trompé astrologiquement, c'est bizarre, il va y avoir des bonnes choses qui vont se produire à ce point-là. Et au moment où je me suis dit, bon, je vais tirer une autre carte, là ça va être la carte de Jupiter. Je savais, je me dis, la carte de Jupiter, si elle tombe sur une bonne carte, je serais étonné. Et du coup, j'ai ce ressenti, je me dis, bon, je tire la carte, et un roi de pique, on va dire, j'ai été déçu, enfin pas déçu, j'étais pas surpris en fait que c'est cette carte-là qui est tombée. Et je m'attendais quelque part à cette carte-là. Ou c'est mon ressenti qui me disait, ouais, il y a quelque chose qui va se passer dans cette carte. Du coup, voilà, on va arrêter de parler de ça. Mais du coup, après, on a la carte de Vénus. Vénus, c'est un valet de pique. Vénus, c'est lié à l'envie de sentir des bonnes choses, de s'amuser, etc. De chercher nos désirs qui vont assouvir nos désirs et en même temps avoir une situation stable par rapport à ça. Enfin, pas forcément stable, mais chercher le plus haut niveau dans la société pour satisfaire nos besoins. Donc le 6 c'est juste avant le 7, le 7 c'est la mort, donc, le 7 c'est la limitation qu'on atteint après le 6. Donc généralement, par exemple, moi je prends cet exemple là, le Michael Jackson quand il était au plus haut niveau, ou n'importe quelle star quand il est au plus haut niveau, c'est ce 6 là. Il peut pas, sur la Terre il peut pas atteindre ce plus haut que ça. Sinon bah, il grandit un peu plus et il tombe parce qu'il a atteint sa limite. Donc le 7 c'est la mort de l'ego, mais c'est la mort physique aussi, mais c'est souvent plus l'ego qui meurt au 7. Donc c'est pour expliquer Vénus, qui est la 6e carte ici. Donc ici on peut voir le 6, les amoureux, et le diable. Le diable parce que le 6, quand tu es, par exemple Michael Jackson, le diable parce qu'il doit refuser plein de personnes. Quand tu es très doué dans un domaine, tu as tous ces gens-là qui vont être attirés par ça, et du coup ces gens-là, tu dois leur dire non, tu peux pas venir dans ma vie parce que bah, tu fais pas partie de ma vie. Donc quand tu as des stars qui ont atteint un niveau énorme, ils sont obligés de trier. Donc le diable, c'est le fait de trier, de dire non, toi tu peux pas venir dans ma vie parce que bah, tu peux pas, tout simplement. Donc c'est lié à ça. Le Vénus, c'est la balance, l'équilibre. Donc tu peux pas être toi en incluant toutes ces personnes-là, sinon tu vas mourir toi, tu vas pas être toi-même, tu vas pas pouvoir te satisfaire dans ta vie. Donc c'est lié au plaisir de la vie et de savoir faire la distinction entre l'amoureux, c'est-à-dire ce qui est bien pour toi, ce qui va te rendre heureux, et ce qui va te rendre fou, donc le diable. Donc, tu dois faire ce choix-là. Quand ton Vénus il est bien placé, tu arrives à faire ce choix facilement. Donc du coup, quand on tient une carte comme là, le valet de pique, qui représente le 1, le 2 et le 3, c'est pas une carte qui est liée à Vénus. C'est lié une carte qui est au retranchement sur toi, à essayer de comprendre qui tu es. La seule carte qui serait plus ou moins positive dans ce valet de pique, ce serait le 2 de pique, qui est un peu plus féminin. Le 2, c'est essayer de comprendre
aller essayer le 2, c'est deux personnes qui communiquent, en fait, il y a une communication. Mais une communication, le pic, c'est la conscience, donc c'est une communication masculine, on va dire. C'est pas une communication féminine où il y a des émotions, comme un 2 de cœur. Le 2 de cœur représente l'acte sexuel ou l'amour, etc., quand deux personnes sont ensemble. Donc le 2, c'est vraiment l'attraction ou la connexion de deux personnes qui sont ensemble, émotionnellement. Le 2 de pique, c'est une connexion, mais une connexion, tu es avec la personne, mais tu communiques pas sur tes émotions, tu communiques sur qui tu es. Donc tu dis, oui, bah, moi je suis ça, je fais ci, je fais ça, etc. Donc c'est deux personnes qui se rapprochent et qui parlent d'eux-mêmes, en quelque sorte. Du coup, c'est pas très féminin, donc ça a pas beaucoup de rapport avec Vénus aussi, qui a envie de connexion et d'amour, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de Vénus dans cette année-là, au niveau des relations? C'est qu'on va vouloir se remettre en question, je pense, essayer de comprendre qui on est, essayer de faire des activités qui est liées à notre conscience, etc. Donc, ça va pas être très machin, mais il y aura beaucoup de choses, parce que le valet, c'est lié à quelque chose de créatif. Et quand on est dans les premières cartes, il y a souvent beaucoup de choses qui se produisent, parce que c'est le début. Le début, c'est toujours, c'est pas forcément facile, mais par exemple, quand on essaye de former une relation avec quelqu'un, on a toujours plein d'options. Dans la nature, ça peut se voir aussi quand l'as de pique est représenté par une graine qui tombe dans le sol, et quand elle tombe dans le sol, elle va chercher de l'eau, et ça fait le 2 de pique, et que la fleur ressort et elle éclot, enfin la plante se divise. Donc il y a cette division-là en deux parties distinctes, avec la petite feuille et la racine qui descend. Donc on a ce mouvement-là du 2 de pique, et après le 3 de pique, la plante, essaye de chercher un peu plus la lumière. Donc là, le 3 de pique est très dangereux dans le sens où elle peut se faire écraser à ce moment-là, la plante, parce qu'elle cherche un peu plus le soleil. Donc il y a une volonté d'indépendance. Ce qu'on voit dans la nature à ce moment-là, c'est qu'on a plein de graines qui font ce même chemin-là et qui essayent de chercher à grandir. Donc il y aura plein de compétitions en quelque sorte dans ce domaine-là, où on essaye de comprendre qui on est d'un point de vue satisfaction. On essaie de cette recherche-là de satisfaction intérieure. Et le pic représente la solitude aussi. Donc on a deux choses qui sont représentées par la solitude. Toutes les cartes de pic représentent un peu la solitude d'ailleurs. Et on a ce roi de pique là qui est la carte la plus solitaire, le 9 de pique aussi qui est la carte la plus solitaire, sachant que dans le roi de pique il y a un 9 de pique. Ensuite, on va parler un peu de Saturne. Donc Saturne, il y a un 3 de pique. Le 3 de pique, c'est ce que j'ai dit, c'est c'est une carte assez dangereuse dans le sens où le 3 de pique c'est lié à Mars. C'est quand on essaye vraiment on commence à devenir indépendant et on cherche vraiment à se déconnecter du 2. Sur le 2, on se rapproche de quelqu'un, on fait ouais, on a une relation sexuelle, admettons si c'est un 2 de cœur, et après on a besoin d'aller et de vivre sa vie. On reste pas comme des jumeaux collés l'un à l'autre, on se sépare. Et pendant cette séparation-là, il y a des manques, etc., où il y a des difficultés, et du coup, il y a ce côté compétitif aussi, où il peut y avoir de la compétition. Le 3 de pique est très positif sur la carte de Saturne, parce que Saturne, ça demande des cartes masculines, en fait. Donc le 3 de pique, c'est une carte masculine. Ça aurait été mieux si c'était un 7 de pique, ou si le roi de pique, il aurait été ici, à l'endroit. Ce qui n'est pas le cas. Mais ici ça va, je pense qu'on aura quand même assez de patience avec Saturne, même si ça va pas être extraordinaire non plus, parce que le roi de pique, la force du 7 de pique, il est affaibli. C'est ce qu'on voit en fait astrologiquement là. C'est que Saturne est dans le signe de Poisson et il est en difficulté parce qu'il y aura tout ça qui se passe ici dans le signe de Poisson. Donc la carte elle-même
Saturne dans le signe de Poisson, il n'est pas gêné en lui-même, c'est le fait qu'il y a des choses autour qui gênent Saturne. Du coup, si on revient sur mon image ici, c'est la même chose là, c'est-à-dire que Saturne lui-même, le 3 de pique, c'est pas négatif ou positif, ça va, c'est bien pour Saturne de faire une recherche et de comprendre qui on est, de notre ego, etc., d'essayer de s'expandre, d'expandre notre ego, parce que Saturne, c'est essayer de survivre, on va dire. C'est de survivre et de se remettre en question et d'arriver à trouver... enfin, pas trouver, mais de survivre. C'est vraiment lié à la survie de base. Mais comme l'énergie de ce 7 là, le 7, le Saturne, c'est lié au chiffre 7, là, toi qui s'effondre ou qui s'effondre pas. Si l'énergie du 7 de pique il est à l'envers, ce qui est le cas ici, parce que le roi de pique représente l'énergie du 7, du 8 et du 9. Donc le 7, le 8 et le 9 ils sont en difficulté par le simple fait que cette carte là elle est à l'envers. Le 7, le 8 et le 9 aussi de trèfle, il n'y a pas de trèfle ici, mis à part le 10 ici. Cette énergie du 7, du 8 et du 9 il est en difficulté aussi parce qu'on a un roi qui est à l'envers. Donc Saturne, il n'est pas top ici. Ça revient au même de regarder ici. Du coup, on va changer de carte. On va parler du 9 de pique. Le 9 de pique, c'est le fou ou l'ermite. Donc le retranchement, c'est la carte la plus solitaire. Donc ça peut être la méditation, dans un coin solitaire, etc., ou la recherche de spiritualité, ou un moment de solitude. Pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, ça va être un moment de solitude. Ici, on va faire le fait que ça c'est la carte qui est liée à Ketu ici, j'ai oublié de le dire. Donc normalement, j'aurais dû commencer par Rahu qui est le 8, mais j'aime bien commencer par Ketu ici avant. Parce que c'est la base c'est Ketu, notre base spirituelle, et c'est une très bonne carte d'avoir Ketu ici, normalement. Ce Ketu c'est un 9, c'est la 9e planète. Donc ici, le fait que c'est un 9, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on va chercher une spiritualité intérieure, enfin, vraiment retranchée. Et du coup, je pense qu'il y aura beaucoup de solitude, de retranchement, et que ça va être positif. Mais l'énergie de ce 9 de pique, c'est le roi de pique, qui est à l'envers. Donc on va avoir des problèmes aussi ici, forcément. Ça va se retransmettre. Mais ça reste quand même quelque chose de bien ici. C'est une bonne carte, c'est une des meilleures cartes. Quand on a un 9 dans la carte de Ketu, c'est très très bien spirituellement. Donc il y a quelque chose de positif quand même ici. Et on a Rahu sur le 5 de cœur. Le 5 de cœur, c'est le seul cœur qui est dans le spread, enfin dans le tirage que j'ai fait, mis à part cette carte-là, mais Pluton, c'est spécial. Donc ce 5 de cœur, c'est quelque chose je pense qu'on est actuellement obsédé par ça, et que ça va continuer. Le 5 de cœur, ça représente la stabilité émotionnelle, c'est lié à la dame de cœur, qui est la carte la plus stable émotionnellement, donc c'est vraiment... c'est lié à la manifestation du réel, la dame. Parce que la dame, c'est un peu comme la mer, en fait, un peu comme la Vierge Marie, on pourrait comparer à ça, ou la mer, ou l'énergie de la mer. Elle disait que ça représente la constance émotionnelle. C'est-à-dire faire la constance, d'être toujours là, présente émotionnellement, de construire ses émotions, donc c'est lié au mariage. Mais pas que. Donc il y a quelque chose de très spirituel aussi derrière ce 5. Et le 5, il est lié à Jupiter, parce que c'est la 5e planète, Jupiter. Donc c'est pour ça que c'est lié au mariage aussi. Et du coup, on voit que cette carte-là, elle est à l'envers. Donc l'énergie de Jupiter, il n'est pas très fort. Mais en même temps, on est obsédé par ça. Donc on a envie d'avoir cette stabilité émotionnelle-là, on est en recherche de stabilité émotionnelle, mais il y a un changement qui se fait ici au niveau des relations, de la stabilité et du cœur. Hein. Sur le 5 de cœur, c'est un peu comme si on voyait cette dame de cœur. Hein. On peut comparer le 5 de cœur à une dame de cœur,
pour se faire une image rapide, c'est pas la même chose. La dame de cœur est plus importante parce qu'elle représente aussi le 4 et le 6 de cœur. Mais ici, on n'a que le 5. Donc on est en train d'essayer de construire quelque chose émotionnellement. On recherche l'énergie de quelque chose qu'on a un besoin, on a un manque ici. Et c'est bon, j'ai plus ou moins expliqué déjà qu'est-ce qui manque. Hein. Ce qui manque, c'est un système de croyance mondiale ou au niveau de chaque pays qui est assez stable, qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc si on n'a pas une stabilité philosophique ou religieuse ou scientifique qu'on avait avant, on appelait ça de la science, mais c'était de la religion, même si on appelait ça de la science, peu importe ce qu'on appelle, peu importe les mots qu'on utilise pour définir des choses, il y a toujours une part philosophique ou religieuse derrière, ou politique, parce que c'est lié à la politique aussi. Donc tout ce qui est philosophie, politique, religion, spiritualité, mariage, tous ces thèmes-là sont liés à un système de croyance. Donc si on croit à la science, quelque part cette croyance-là, elle est liée à ce Jupiter-là, donc c'est particulier. Enfin, la vision ésotérique est très différente de la vision scientifique qu'on a des choses. Voilà. Après, on a cette carte-là, c'est l'écliptique, on appelle ça la carte de l'écliptique, donc c'est la 10e carte, et c'est le chemin qu'on suit. Donc c'est une carte très importante, elle est à l'envers. Donc on va suivre un chemin de philosophie spirituelle qui ne fonctionne pas. Cette carte-là, c'est un peu la carte du philosophe, du roi philosophe, on va dire, qui a sa barbe qui pousse et qui fait des théories. Donc c'est lié à la philosophie, c'est lié aussi à la remise en question philosophique, parce que c'est le 7, le 8 et le 9 de trèfle. Et du coup, c'est un chemin qu'on va suivre. On va être sur ce chemin-là qui est bancal, on va dire, qui est à l'envers. Donc on est en train d'aller sur une pente descendante, je pense. Et une remise en question des rois, de la royauté, ou du pouvoir actuel, ce qu'on voit. Ou des erreurs dans ce domaine-là, beaucoup d'erreurs, beaucoup de remises en question, des choses qui vont apparaître peut-être, ou des choses cachées qui vont être bancales, etc. Voilà, à ce niveau-là. Après, le fait que la carte principale qui représente un peu qui on est, donc c'est l'ascendant, c'est qui on est, cette carte-là, cette 10 de trèfle. Et il faut savoir que quand j'ai posé cette question-là, je me suis demandé mondialement qu'est-ce qui va se passer mondialement. Donc cette carte-là représente un peu qui on est actuellement, mondialement, et sur quel chemin on va aller. On va aller sur un chemin où il y a un besoin de leadership, mais le leadership, il ne fonctionne pas. Donc on va plus avoir, je pense que c'est l'année qui va suivre, on va plus avoir des leaders ou des chefs de pays qui vont se comporter comme des gamins, clairement, qui vont avoir des petites guéguerres ou des querelles d'ego, parce que quand le roi de pique ou le roi de trèfle il est à l'envers, on a des parents ou des chefs ou un leadership qui se remet pas en question, et du coup on a des problèmes, on a comme si on avait des gamins en haut de l'État en fait, et c'est ce qu'on voit plus ou moins dans tous les pays actuellement, que la plupart des chefs d'État, mis à part peut-être quelques-uns qui essayent, et la plupart ils font n'importe quoi, c'est vraiment c'est du leadership très dégradé. Mais il faut pas foutre la faute forcément que sur les élites, parce que ça représente aussi le peuple, il est quelque part le miroir des élites aussi, donc il y a une remise en question du peuple aussi qui doit se faire. Mais du coup, je pense que cette année-là qui va arriver, on va avoir beaucoup plus de choses qui sont liées aux enfants, créativité, etc., de nouvelles choses qui vont apparaître, avec pas mal de choses positives sur le plan physique et corporel, mais intérieurement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont être assez négatives, je pense, ou très difficiles, et une remise en question, etc. Après, on a la carte de Pluton qui est d'un
de Uranus qui est dans la 3 de carreau. Après on a la carte de Neptune et la carte de Pluton. Ces cartes-là représentent les générations, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc c'est des cartes qui sont c'est des cartes de transition, on va dire, au niveau de ce qui se passe. Donc le 3 de carreau, ici, il est assez positif en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Ça rejoint le valet de carreau, parce que dans le valet de carreau, on a un 3 de carreau. C'est le 1, le 2, le 3, le valet. Et du coup, ça c'est positif. On va voir Uranus, ça représente le soleil aussi, parce que c'est la première planète qui est invisible à l'œil nu, mis à part dans quelques circonstances très rares où on peut apercevoir vraiment, mais très difficilement, Uranus. En gros, c'est la première planète qui est invisible, et du coup, ça représente le soleil. Le soleil, c'est la première planète. Et du coup, Uranus, c'est un peu l'équivalent du père spirituel qui est éloigné et qui peut prendre, qui nous éclaire, en fait, qui nous donne la lumière spirituelle d'un point de vue solaire. Donc on peut comparer Uranus au soleil, mais un soleil qui ne fait pas partie de quelque part qui est invisible, en fait, qu'on ne voit pas et qui nous aide indirectement en faisant des transits. Donc les transits de Uranus sont positifs en général, parce que pas en général, c'est toujours positif dans le sens où c'est quelque chose qui nous éclaire. Mais inconsciemment, on s'en rend pas compte parce que c'est invisible. Et du coup, ici, cette carte-là, elle est positive, et c'est une envie de comprendre, de s'extirper ou de changer, c'est une carte martienne quand même, le 3, et donc ça représente un peu le self-développement, essayer de comprendre qui on est physiquement et de devenir un peu plus indépendant. Mais ça reste une carte enfantine, dans le sens où c'est plus le côté enfant qui ressort, on a envie de s'amuser, envie de comprendre qui on est, et en même temps il y a un côté stabilité aussi, parce que c'est un carreau. Donc ça rejoint ce que j'ai dit au début, ça rejoint un peu ces thèmes-là, donc c'est des thèmes positifs ici, et on va comprendre un peu plus qui on est physiquement, etc., en s'éloignant de ce qu'on avait avant. Donc ça c'est un peu le chemin solaire aussi qu'on a. Après on a Neptune en 2 de carreau, donc ça rejoint encore cette carte là, parce qu'on a un 2 de carreau à l'intérieur, donc c'est positif aussi. Neptune, c'est tous les changements qui sont liés lunaires, donc c'est un peu comme la dame. Mais c'est un 2 de carreau ici, donc ça représente plus le côté enfant qui essaye de se développer et qui essaye de se connecter physiquement. Donc on va avoir des connexions physiques, ou un changement des normes des connexions physiques, parce que Neptune, le transit de Neptune nous permet de mieux comprendre qui on est d'un point de vue émotionnel. C'est pour ça que souvent on associe Neptune à Poisson par erreur. Neptune, c'est pas Poisson. Neptune, c'est Vishnu, c'est l'incarnation physique, c'est toute la réalité physique, c'est l'ensemble de la réalité physique. Et c'est la sustenance, comment dire, traduit en français, c'est ce qui tient l'univers physique, en fait. C'est un peu comme la mer, c'est un peu la mer spirituelle qui a créé, qui a enfanté le monde, en fait, Neptune. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau derrière, parce que c'est la mer, c'est l'enfant, c'est le liquide symbiotique quand tu nais à la naissance, etc. Donc il y a beaucoup d'eau derrière ça, parce que c'est vraiment Neptune, c'est l'ensemble de l'univers presque, en quelque sorte, qui ressort de Neptune. C'est pour ça qu'on a cette association là avec la mer. Avec la mer, l'eau, je veux dire, la mer, pas la mer, pas la mer, le parent, je veux dire. C'est les deux en même temps. Après, on a la carte de Pluton qui est liée à 4 de cœur, donc instabilité, enfin, on va avoir, c'est une carte qui est liée à la stabilité, le 4. Et du coup, Pluton, c'est la destruction. Donc on va avoir une destruction de la stabilité émotionnelle pour reconstruire quelque chose. Donc c'est lié à ce 5 de cœur, je pense, c'est la carte juste avant.
Et du coup, on va avoir une destruction, je pense, de la 4. Le 4 de cœur, c'est quand tu es stable et tu commences à avoir... C'est le début du mariage, on va dire. C'est le 3 de cœur, tu t'éloignes de la première connexion que tu as eue, qui était au 2 de cœur, donc la relation sexuelle. Après, il y a plein... Le 2 de cœur, c'est le 1, le 2 et le 3 de cœur. Ça se fait beaucoup de fois avant que le 4 de cœur il apparaît. Donc peut-être dans la réalité, on a le 1, on rencontre quelqu'un, une nouvelle amour. Le 2, on a une relation sexuelle où on parle aussi, c'est pas forcément une relation sexuelle, hein, c'est un échange d'émotions. Après le 3 de cœur, on s'éloigne. Et on fait ça plein de fois. Et après, on va dire au bout d'un mois, on atteint le 4 de cœur. On a une stabilité, on connaît la personne, on sait comment elle agit plus ou moins, on commence à avoir un début. Donc le 4 de cœur, ça représente un début de stabilité. Où on commence à avoir une relation stable avec quelqu'un au bout d'un mois environ à peu près. Donc c'est un peu ça la philosophie du 4 de cœur. Et du coup, cette stabilité-là, ça peut être un appartement où les gens se mettent ensemble pour la première fois, donc il y a un début de mariage, ou peut-être la personne demande une bague, ou un truc du genre, et on se met ensemble et on se pose dans un foyer. Donc c'est ça le 4 de cœur. Donc il va y avoir une remise en question, enfin une destruction de ce passage du 4 de cœur. Donc il va y avoir de l'instabilité émotionnelle par rapport au fait que ça va être détruit en fait. Il va y avoir une destruction à ce niveau-là. Sachant qu'on est en recherche de ce 5 de cœur. Et le 5 de cœur, il ne peut pas exister sans le 4. Parce que c'est la carte juste avant. Donc, moi je le ressens bien, ce que je viens de décrire là, dans le sens où je recherche ce 5 de cœur là, inconsciemment, je sais. Dans le sens où je voudrais que ce soit déjà plus stable, sans le fait qu'il n'y a pas le foyer déjà de base qui est en train de se faire détruire en fait. Le foyer de base, il se fait détruire. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu partout pareil, ou dans le sens où on a cette envie, et d'ailleurs je peux parler de ça aussi, le fait qu'on n'a pas de cœur. Dans ce spread-là, le seul cœur qu'il y a, c'est dans Rahu, et Rahu, c'est pas quelque chose qu'on a de base. Pluton, ça va pas être quelque chose non plus qu'on a, qui se fait détruire d'ailleurs. Donc on n'a quasiment pas de cœur ici. On va être des gens sans cœur en 2025. Mais après, le carreau, il va aider beaucoup quand même. C'est pas comme si on avait un spread où on avait que des pics ou que des trèfles. Ici, on a quand même on a quand même de la couleur, donc c'est positif. C'est bien d'avoir un équilibre entre les cartes rouges et les cartes noires. Sur les cartes rouges, c'est un peu l'association au sang, donc c'est la vie en fait lunaire. Le sang, ça représente le jus, l'émotion, dans le tarot, on utilise la coupe de sang de Jésus en quelque sorte comme représentation du cœur. Donc on appelle ça cups en anglais, je ne sais plus comment on dit en français. La carte ressemble un peu à un vase d'ailleurs. Je vais peut-être prendre la carte, la montrer. Du coup, voilà, j'ai pris une carte de tarot. C'est une carte qui date d'un très vieux jeu de cartes qui a été imprimé. Et du coup, là, on voit le cups. Donc c'est un peu comme un vase avec du sang à l'intérieur. Et ça représente, le sang représente le liquide à travers le corps. Et du coup, c'est quelque chose d'émotionnel. Quand on quand on voit le sang, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, on va dire. Je sais pas comment décrire ça autrement. Du coup, voilà, ma vidéo est très très longue, donc j'espère que ça va aider les gens à comprendre ce qui va se passer, de se préparer peut-être. Du coup, voilà. Alors du coup, je vais faire une petite conclusion quand même, pour en parler un peu de ce qui se passe quand même mondialement, concrètement. Alors, quand on regarde sur YouTube, on voit, enfin moi je vois, après c'est des feeds qui sont associés à qui on est à chaque fois, hein, mais j'essaye à chaque fois de recréer des comptes pour pas que je revoie tout le temps la même chose. Mais en gros, politiquement, on a plein de chaos mondial, dans plus ou moins tous les pays.
En astrologie, ou dans les relations, on a des choses qui ne fonctionnent pas parce que politiquement c'est instable, donc on n'arrive pas forcément à avoir les ressources, donc on a beaucoup de problèmes, que ce soit au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, c'est un peu instable, quoi. Et on a les réseaux sociaux qui évoluent, qui deviennent de plus en plus indépendants de la télé, etc. Donc on a une scission en quelque sorte avec la télé, et que quasiment plus personne ne regarde, ou que l'ancienne génération. Et du coup, voilà quoi, il y a des choses qui changent, hein, il y a beaucoup de changements, je pense, donc c'est pas facile. Par rapport à ce que j'ai dit, même si ma prédiction devient vraie, donc je ne sais pas si ça va devenir vrai, hein, mais ça a l'air de coller à ce qui se passe astrologiquement, donc je pense que ça pourrait se passer, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Après, il faut pas oublier que les prédictions, il y a une limitation derrière les prédictions, dans le sens où même si, par exemple, moi des fois je sais des choses vont arriver, mais même si je me prépare au moment où ça arrive, je suis quand même surpris. Et ça fait partie de la vie de ceux qui prédisent l'avenir, on va dire. C'est que même si tu prédis, par exemple, que ta femme va arriver, je sais pas, dans 1 ou 2 ans, ou que tu vas te marier, ou que tu vas avoir des enfants, ou qu'il y a un événement important dans ta vie qui va arriver, et ben même si tu le prédis, quand ça arrive, tu es quand même surpris, ou tu t'attends pas à ça, ou ça arrive d'une manière qui est légèrement différente de ce que tu t'attendais, ou que tu savais exactement, mais quand tu vois dans la réalité, c'est pas la même chose. Du coup, voilà quoi, c'est pas parce que c'est pas une fin en soi, en fait, c'est pas parce que tu fais ça que tu vas être mieux que les autres, ou que tu vas pouvoir, enfin, tu vas être différent des autres parce que c'est ton métier. Par exemple, si tu travailles dans le self-développement, avant je travaillais dans le self-développement beaucoup, avant de devenir full-time astrologer, on va dire, et ben je faisais beaucoup de choses dans le self-développement, donc c'était une de mes capacités. Mais ça veut pas dire que je suis au-dessus ou en dessous, machin, c'est que ça reste quand même... il faut avoir quand même un contact avec la réalité, quand même quand tu touches à ces genres de choses-là, parce que sinon tu te perds et tu racontes des bêtises au bout d'un moment, où il y a l'ego qui ressort, et que c'est ça qui fait que utiliser les cartes, c'est pas forcément facile. C'est que le piège, c'est qu'après on peut se perdre à l'intérieur, on peut se perdre dans un monde spirituel, on va dire. Du coup, voilà, en conclusion, et c'est tout. Merci d'avoir écouté, si tu as regardé toute la vidéo, bravo, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.